mais je vais un petit peu m'écarter des bulles de savon telles qu'on les voit et montrer comment les mathématiciens, quand on leur soumet un simple problème physique, arrivent à trouver des variantes, des constructions et finalement arrivent à développer des théories qui permettent d'expliquer ou de mieux comprendre des phénomènes physiques ou après des questions mathématiques. Alors, bon, la question de départ serait quelle est la forme des bulles de savon? Ben, je crois que vous avez tous, enfin, je suis sûr que vous avez tous fait des bulles de savon un jour ou l'autre et que vous avez constaté que c'était des sphères. Ça ne date pas d'hier. Voici un tableau de Chardin, 1739. On m'a dit qu'on trouvait aussi un vase étrusque avec quelqu'un qui souffle des bulles de savon, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la photo. Donc depuis toujours, les bulles de savon sont sphériques et ce n'est évidemment pas prêt de changer. Alors ça, c'était quelqu'un qui faisait des bulles de savon dans la rue. Évidemment, elles n'ont rien de sphérique, mais l'explication, c'est qu'il venait de les faire et donc elles étaient instables. Elles n'avaient pas encore atteint leur forme. Si on leur laissait le temps d'évoluer de manière paisible, je dirais, on obtiendrait quand même des sphères. Alors, comment étudier ce problème mathématiquement et comment éventuellement en faire des variantes? Eh bien, ce que nous devons représenter ici, ce sont des surfaces. Alors, une manière de représenter une surface va être de la paramétriser. Donc, on va partir, j'essaie de pas écrire sur la vitre. On va partir d'un domaine du plan, avec, mettons, des coordonnées U et V, et on va envoyer ce domaine du plan par une fonction qu'il envoie ici sur un morceau de surface. Disons X, Y, Z, des coordonnées. Et donc pour représenter ce morceau de surface, on a trois fonctions. On aura par exemple que X est égal à F de U et de V, Y égale G de U et de V, et Z égale H de U et de V. Et ceci est une façon d'écrire un morceau de surface. Alors, quand on parle de bulles de savon, on n'a pas envie d'avoir seulement un petit morceau de surface qui flotterait comme ça, on a envie d'avoir une surface fermée, par exemple une sphère. Alors, pour démarrer dans cette étude-là, on part d'un résultat du 19e siècle, qui est la classification de toutes les surfaces. Alors, on parle ici de surfaces, disons, qui sont bornées, qui ne partent pas à l'infini. Pour ceux qui connaissent la terminologie, on prendra des surfaces compactes. Et une classification du 19e siècle nous dit la chose suivante. Quelles sont ces surfaces? Ben, la première, comme je l'ai dit, c'est la sphère. Quand on parle de sphère ici, on parlera éventuellement d'une sphère qui n'est pas la sphère euclidienne, mais qui est, si vous voulez, une sphère en caoutchouc qu'on a déformée. Évidemment, quand on dessine un rond, ce n'est pas très parlant, mais enfin, imaginons que c'est une sphère. Deuxième surface qu'on peut envisager, c'est un tore. Disons, un pneu ou une chambre à air. De nouveau, on peut accepter toutes les déformations de ce tore, et on dira encore que c'est un tore. Et puis, ayant par exemple deux tores, comme ceci, on les met les uns à côté des autres, eh bien on pourrait découper un disque. Donc on va enlever un morceau ici, on va enlever un morceau là,
et puis on va créer un petit pont qui va entre les deux, et on obtient une nouvelle surface qu'on va simplement appeler un tore à deux trous ou une surface de genre 2. Et puis bien entendu, il n'y a pas de raison de s'arrêter, on peut continuer à coller des tores les uns sur les autres. Eh bien, le théorème du 19e siècle nous dit que quand on parle de surface orientable, c'est-à-dire qui ont une seule, enfin, la surface elle-même a deux côtés bien distincts, l'extérieur et l'intérieur. Quand on parle de surface orientable, eh bien, ceci est la liste complète de ces surfaces. La sphère, le tore et un nombre quelconque de tores attachés les uns aux autres. Et donc, si on veut penser à des surfaces placées dans R3, eh bien voilà, on peut imaginer une fonction qui envoie la sphère sur cette forme, disons, ou bien le tore, ou bien ici, j'ai représenté une surface de genre 3, c'est-à-dire avec 3 trous. Alors, oui, je vais d'abord faire une distinction. Quand on envoie une surface dans l'espace, on pourrait le faire avec différents types de conditions. Et ça va être important dans la suite de distinguer deux situations. Dans la première situation, j'ai par exemple le tore ici, et je l'envoie dans l'espace, ça peut être sur une forme assez quelconque, mais la surface ne se recoupe pas elle-même. Tandis que dans une autre construction, je pourrais aussi envisager des surfaces qui se retraversent, comme ceci. Je suis certainement mal embarqué, je vais continuer comme ça, et je suis tout à fait mal embarqué, donc je vais recommencer le dessin, je suis complètement foiré. On reprend un ici, mon petit copion. Le tout, c'est de voir laquelle on met à l'extérieur et laquelle on met à l'intérieur. Précisément, voilà. Donc ici, ça va passer en dessous. Et je suis de nouveau mal embarqué. Non, je ne suis pas mal embarqué, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, on recommence. Voilà, comme ça. Hop. Alors, celle-ci, elle vient par là et elle passe. C'est tout à fait mal embarqué. Donc, ceci doit passer là en dessous. Ceci doit passer là en dessous. C'est celui-là. Et celui-ci revient là. Voilà. À part cette ligne-là qui est en trop. Ce que je veux donc dire ici, c'est que, prenant ce tore, au lieu de le laisser bien séparé, je m'arrange pour qu'une partie du tore vienne retraverser le tore et repasse de l'autre côté. Ok? Pas très réussi. Alors, ces deux situations, on leur donne des noms. Dans le premier cas, on dit que la surface est plongée. Donc là, il n'y a pas d'intersection de la surface avec elle-même. Et puis l'autre cas, on dit souvent que c'est immergé, mais pour simplifier, je vais dire ici non plongé, ce qui veut dire que la surface se traverse elle-même. Alors on en verra de plus beaux exemples après, je vous rassure. Alors comment se fait une bulle de savon?
bien, on souffle de l'air à l'intérieur d'une petite bulle de savon, avec un tuyau, avec une pipe plus traditionnellement, et on obtient une surface. À l'intérieur de la surface, il y a un volume d'air qui est fixé, donc volume fixé. Et puis, les molécules de savon vont s'arranger pour minimiser leur énergie, ce qui revient à faire une couche uniforme la plus épaisse possible, ce qui veut dire que la surface sera la plus petite possible. Donc, l'air sera minimal. Et c'est ça le principe d'une bulle de savon, c'est d'avoir un volume fixé à l'intérieur et une aire qui est minimale parmi toutes les déformations. Alors ceci, en mathématiques, c'est typiquement une situation de ce qu'on appelle le calcul des variations. Okay, c'est minimiser une certaine fonctionnelle, qui est ici l'air, par rapport à un volume qui, lui, est fixé. Alors, il y a toute une théorie du calcul des variations qui nous donne, pour des surfaces qui satisfont à ces conditions, des équations. Alors, les équations de ces surfaces seront des équations qu'on appelle équations aux dérivées partielles. Ce que je vais brièvement introduire comme ceci. J'ai donc mes trois fonctions comme tantôt, x égale f de uv, et puis j'avais y égale g, et z est égal à h. Donc j'ai ici trois fonctions de deux variables. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ceci, quand on a une fonction de deux variables, disons x égale f de uv, eh bien on va donner une méthode pour calculer ses dérivées. Alors dans un premier temps, je vais par exemple supposer que v est fixé. Alors si v est fixé, quand j'écris f de u et de v, ben, la seule variable c'est u. Donc j'ai maintenant une fonction d'une seule variable, je peux calculer sa dérivée. Alors, pour être sûr de ne pas mélanger après, je vais noter df sur du, la dérivée par rapport à cette variable. Il n'y a rien de mystérieux, simplement on fixe la variable v et puis on dérive par rapport à elle. Bien sûr, quand on a fait ça, ben, on peut recommencer. D'abord, on peut aussi fixer la variable u qui est dérivée par rapport à v. Et puis, chaque fois, on a une nouvelle fonction. Et donc, on peut recalculer des dérivées. Alors, pour une bulle de savon, qui est donc une surface avec une pression de l'air qui est plus grande d'un côté que de l'autre, on démontre que les fonctions f, g et h sont reliées par une équation. Alors, pour simplifier, je vais prendre un cas particulier. C'est le cas où la fonction n'est pas n'importe quelle fonction de uv vers x, y, z, mais le cas où c'est le graphe d'une fonction. Donc, je vais supposer, en fait, que le morceau de surface est représenté comme ceci. Les nouvelles variables, disons, sont x et y. J'ai la fonction z égale grand F de x, y, et le graphe de cette fonction me donne un morceau de surface. Eh bien, si cette surface est un morceau d'une bulle de savon, elle satisfait. Alors, je mets juste ça pour faire peur.
elle satisfait cette équation-là. Autrement dit, une relation entre un tas de dérivés. Vous avez des dérivés de grand f par rapport à x, par rapport à y. Il y a des dérivés pris une fois ou deux fois. Et donc voilà l'équation que doit satisfaire la surface pour représenter une bulle de savon. Alors, c'est une équation extraordinairement compliquée. On n'a pas de méthode qui permettrait de résoudre cette équation. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les équations aux dérivées partielles, je dirais qu'elle a quand même juste une qualité qui compense un peu tous ses défauts, c'est que les dérivées secondes apparaissent linéairement. Elles n'apparaissent qu'une seule fois, il n'y a pas de produit de dérivées secondes. Par contre, les dérivées premières, il y a des produits, et là ça se complique. Mais le fait que pour les dérivées secondes, il n'y a pas de produit, est quelque chose qui simplifie un petit peu la situation. Et le point à souligner, c'est qu'on a ici un nombre h, et que ce nombre est une constante. Les fonctions sont des variables, x, y varient, mais h, lui, est une constante. Donc, à retenir essentiellement ici, c'est extrêmement compliqué et on n'a absolument aucune méthode pour écrire des formules qui donnent les solutions de ces équations. Et ça, c'est ce que j'appellerais l'aspect analyse de la question, analyse ou équation aux dérivées partielles. Alors, il y a un deuxième aspect qui apparaît dans l'étude de ces surfaces, c'est un aspect en géométrie. Alors, cet aspect en géométrie va être lié à une notion qui est la notion de courbure d'une surface. Je dirais d'une façon assez naïve, si vous avez un plan, ben vous dites qu'un plan ne doit pas être courbé, puisqu'il est plat. Si vous avez d'autres surfaces, elles pourraient être courbées. Ceci dit, la notion de courbure pour une surface n'est pas tout à fait élémentaire. Pour y arriver, je vais commencer par parler de la courbure d'une courbe. Alors, qu'est-ce que la courbure d'une courbe? Ben, de nouveau, assez clairement, si on a une droite, on n'a pas envie de dire qu'elle est courbe, donc on a envie de dire que sa courbure sera 0. Si on a un cercle, disons, fort petit, on a envie de dire qu'il est fort courbé. Alors, c'est comme ça qu'on définit la courbure au départ. On dira que la courbure d'un cercle de rayon R est, bon, alors ça va être lié au rayon, mais au plus le rayon est petit, au plus la courbure est grande. Et donc, ce qui a été choisi comme définition, c'est de dire que la courbure du cercle de rayon R, c'est 1 sur R. Si on pense à des cercles de plus en plus grands, on pourrait se dire qu'ils tendent à la limite vers la droite. Le R tend vers l'infini, donc 1 sur R tend vers 0. Donc c'est cohérent avec le fait qu'une droite n'est pas courbe. C'est assez raisonnable à dire. Ceci définit donc la courbure d'un cercle. Maintenant, si on a une courbe plus compliquée qu'un cercle, comme ceci, si on prend un point, on aimerait aussi définir la courbure en ce point. Alors la manière de procéder est la suivante. On pourrait se dire dans un premier temps que la courbe en ce point a une tangente. Donc c'est cette droite qui est tangente à la courbe.
on veut ensuite trouver un cercle qui va coller le mieux possible à la courbe. Donc représenter la courbe le mieux possible. Alors pour faire ça, on va prendre deux autres points sur la courbe des deux côtés, et puis on va considérer le cercle qui passe par ces trois points. Et il y a un seul cercle qui passe par trois points. Et puis on va progressivement approcher les deux points extérieurs du point central, et à la limite, on a un cercle qui vient se placer là, qu'on appelle le cercle osculateur. Ça n'a pas beaucoup d'importance le mot, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est le cercle qui colle du plus près à la courbe. Et donc, on va définir la courbure de la courbe en ce point comme étant 1 sur le rayon du cercle. Donc, courbure de la courbe égale courbure du cercle. De cette manière, on définit la courbure d'une courbe quelconque dans le plan. Alors maintenant, on voudrait passer à des surfaces. Alors pour les surfaces, ça se complique. On n'a pas immédiatement l'idée qu'il y a peut-être une sphère qui collerait mieux à la surface que les autres. Il y a en fait une construction différente qui doit être faite. Alors la construction est la suivante. Je vais considérer une surface. Ici, un morceau de surface. Sur la surface, je prends un point et je voudrais étudier la courbure de la surface au voisinage de ce point. Alors une chose qu'on peut faire, c'est de prendre la perpendiculaire à la surface qui passe par ce point et puis choisir un plan qui contient cette courbe. Donc voilà, je prends un plan ici qui contient la courbe, je représente un rectangle dans le plan, et puis il y aura une intersection entre le plan et la surface. Donc je répète, le plan contient la perpendiculaire à la surface, et il coupe la surface, et ça nous donne une courbe. Et cette courbe, elle a une courbure, puisqu'on vient de définir la courbure d'une courbe. Ensuite, on peut faire tourner le plan. On obtient un autre plan, on obtient une autre courbe. Pour cette autre courbe, on a une nouvelle courbure. Et donc, on continue à faire ça, on fait tourner le plan autour de la droite perpendiculaire, et pour chaque position du plan, on a une courbe d'intersection, et cette courbe a une courbure. Eh bien, ce qu'on démontre, c'est que quand on regarde toutes ces courbures pour le plan qui tourne, la courbure va prendre à un certain endroit une valeur maximum et à un autre une valeur minimum. Ça c'est logique, elle tourne, donc la courbure va augmenter et diminuer. Il y aura une direction où elle est maximum, une direction où elle est minimum. Mais ce qu'on démontre en plus, c'est que ces deux directions sont en fait perpendiculaires. Donc on se retrouve avec deux plans perpendiculaires. Pour l'un d'entre eux, la courbure de l'intersection est un minimum et pour l'autre, un maximum. Donc, courbure, d'une part, on va l'appeler K1 pour le premier plan et puis K2 pour le deuxième. Et tout ceci se place en un point P de la surface
Donc je les appellerai K1 de P, K2 de P. Donc on se retrouve non pas avec une courbure, mais avec deux courbures. Alors avec ces deux nombres, il y a deux choses qui ont été faites. Deux choses ont été faites. La première, c'est d'en prendre le produit K1 de P fois K2 de P. Ceci s'appelle en général grand K en P et c'est la courbure de Gauss. Et puis il y a une deuxième courbure qu'on introduit qui elle est la moyenne des deux, K1 de P plus K2 de P divisé par 2. Et celle-ci, on l'appelle la courbure moyenne. Et en fait, on l'appelle en général H, et de nouveau, elle dépend du point P. Alors, ces deux courbures ont des propriétés en fait bien différentes. Je ne vais pas détailler ceci. La courbure de Gauss est en fait intrinsèque à la surface, c'est-à-dire que si on fait bouger la surface, la courbure ne va pas changer. Par contre, la courbure moyenne va être modifiée. Pour prendre un exemple simple, voici un morceau de surface qui est placé dans F3. Eh bien, quand je prends son intersection avec des plans, je trouve chaque fois une droite. Autrement dit, ici les deux courbures sont nulles toutes les deux. Donc pour cette surface, j'ai à la fois la courbure de Gauss qui est nulle et la courbure moyenne. Si maintenant je modifie la surface en faisant un cylindre, eh bien dans une direction qui est celle de cette droite-ci, j'ai une courbure qui est nulle, et dans l'autre direction, j'ai une courbure qui est 1 sur le rayon du cercle. Donc, dans un cas, j'ai une courbure nulle et la courbure du cercle, et je fais le produit des deux, donc ça fait 0. Et dans l'autre cas, quand je fais la moyenne, eh bien là j'ai une courbure qui est la moitié de la courbure du cercle. Donc, pour résumer, l'exemple que je viens de faire, pour un cylindre, j'aurai à ce moment-là K1 égale 1 sur R, K2 égale 0. Donc la courbure de Gauss, c'est le produit, ça vaut 0. Et la courbure moyenne vaut 1 sur 2R. Comme je l'ai dit, cette courbure de Gauss qui est nulle, ben, elle reste nulle quand je déforme la feuille, que j'en fasse un plan ou un cylindre. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que si vous êtes un petit bonhomme de dimension 2 qui vous baladez dans la feuille, parce que votre univers est de dimension 2, vous ne voyez pas ce qu'il y a en dehors, et donc si je commence à enrouler la feuille, vous ne le voyez pas, puisque vous vivez entièrement dans la feuille. Et donc la courbure de Gauss ne voit que ce qu'il y a dans la feuille. Tandis que la courbure moyenne, elle, voit la position de la feuille. Alors, cette courbure, je l'ai appelée, comme on le fait couramment, grand H. Pourquoi grand H? Parce que j'avais introduit ces équations qui sont celles des bulles de savon. Eh bien, en fait, c'est le même H. Donc, le H qui est là, c'est la courbure moyenne. J'avais dit qu'on avait une bulle de savon si la courbure, enfin, si le nombre H était une constante. Et bien donc, les bulles de savon sont des surfaces de courbure moyenne constante.
Et donc, on pourrait dire que la question qui se pose alors, qui n'est plus tout à fait une question de physique, mais qui devient une question, je dirais plutôt d'amusement mathématique, c'est que peut-on dire des surfaces qui sont de courbure moyenne constante. Alors, cette question, en fait, a donné lieu à pas mal de travaux qui ont donné lieu à pas mal de méthodes de résolution des questions. Alors, peut-être qu'on peut résumer toute cette question comme ceci. Donc, la question principale qui a été posée par Hopf vers 1950 est, si on a une surface, si M est une surface bornée de courbure moyenne constante, est-ce que M est la sphère? Donc ça, c'est la question de base dont je vais parler, donc posée en 1950, et je vais voir une série de résultats qui ont été obtenus à ce propos. Alors, pour commencer cette question de 1950, il faut en fait remonter bien avant, en 1841, avec des travaux de Delaunay, un mathématicien et astronome. Il a écrit un article sur la question qui est extrêmement facile à lire, alors que bien souvent les articles anciens sont difficiles à lire parce que le vocabulaire a changé, le contexte a changé. Je dirais que le début de l'article dit exactement ce que j'ai dit jusque-là. Donc je lis. Lorsqu'on cherche la surface d'une étendue donnée renfermant un volume fixé, donc c'est le problème de la bulle de savon, on trouve que l'équation de cette surface doit satisfaire à l'équation, alors il appelle ça des différences partielles du second ordre, et il écrit l'équation compliquée que j'ai écrite précédemment. La question est donc ramenée à intégrer cette équation, ce qu'on n'a pas encore pu faire en général. Bon, il a dit en 1841, c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Alors, un résultat que je ne détaille pas fait présumer que si jamais on parvenait à intégrer complètement l'équation, l'intégrale ne pourra être d'aucune utilité. Et pour dire ça, il se réfère en fait à des travaux de Monge sur une autre équation, où il a en quelque sorte intégré l'équation, mais les formules qu'on obtient ne disent rien. On a des formules, mais ça ne dit rien. Alors, Delaunay a une idée. Il dit, si on joint à l'équation la condition que la surface soit de révolution, la difficulté disparaît entièrement. Donc Delaunay ne va pas considérer n'importe quelle surface, mais il va considérer des surfaces de révolution. Bon, ça veut dire la chose suivante. On a ici réel, on a une certaine fonction d'une variable, donc voici le graphe, et puis on fait tourner le graphe de la fonction autour de la droite. Donc on fait une rotation comme ceci. Voilà. Le dessin va mieux avec le temps. On obtient une surface de révolution. Alors qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? Je vous rappelle qu'avant, on avait essentiellement trois fonctions
Hein, f de UV, G de UV et H de UV. Et ça voulait dire qu'il y avait deux variables qui sont U et V et trois fonctions. Et puis, une équation qui mêlait tout ça. Ici, c'est beaucoup plus simple. On a une variable, ici, une variable, qui est celle-ci, et une fonction. Et donc, au lieu d'avoir ce système très compliqué avec toutes ces variables et fonctions, on a simplement une variable et une fonction, et on peut écrire l'équation, et Delaunay donne la formule qui permet de résoudre les équations correspondantes. Donc, Delaunay intègre cette équation. Et donc, il obtient des formules, mais qui demandent quand même de calculer des intégrales pour trouver la valeur de la fonction en chaque fois. Mais ce qui est assez ingénieux, je dirais, c'est que non seulement il obtient ces formules, mais il obtient une description extrêmement géométrique de ces courbes. De nouveau, je dirais que voilà quelqu'un qui obtient un premier résultat, mais qui cherche à l'améliorer encore. Et toutes ces courbes, il les exprime de la façon suivante. On prend une conique, on la fait rouler sur une droite, et on regarde la trajectoire d'un des foyers. Alors, petit dessin. Voilà, on a ici une ellipse qui est placée sur cette droite. On a un foyer et on fait simplement rouler l'ellipse. Évidemment, elle va un petit peu monter et descendre puisque ce n'est pas un cercle. Mais je fais rouler l'ellipse et je suis la trace du foyer et j'obtiens cette courbe. Et puis, pour cette courbe, on prend la surface de révolution. Alors, la surface de révolution ressemble à peu près à ceci. Et donc, ce que Delaunay dit, ben, ceci, c'est une surface de courbure moyenne constante. Évidemment, elle n'est pas bornée, elle part à l'infini des deux côtés. Mais elle satisfait les équations. Alors, j'ai parlé d'une conique. Là, c'était uniquement une ellipse. C'est peut-être un petit peu plus difficile à imaginer, mais on peut aussi faire rouler une hyperbole sur une droite. Ici, j'ai cette hyperbole. Voilà. L'hyperbole est ici tangente à la droite. On va faire basculer l'hyperbole. Okay, donc je la fais rouler comme ça. Et puis, à la limite, évidemment, comme ici il y a une asymptote, elle va s'approcher de la droite, je dirais, à l'infini, là-bas, au fond à droite. Mais au moment où celle-ci va tendre vers l'infini, l'autre asymptote va se rabattre ici dessus. Et à partir de ce moment, c'est sur l'autre branche de l'hyperbole qu'on fait la rotation. Et on recommence chaque fois. Donc la rotation se fait une fois sur une branche, une fois sur l'autre, et ainsi de suite. Et ce qu'on obtient alors, c'est cette courbe-ci, mais cette courbe-ci a des points d'intersection avec elle-même. Alors quand on fait la surface de révolution, on fait donc tourner ceci autour de l'axe. Vous voyez que chaque fois qu'il y a un point d'intersection ici, il va devenir un cercle. Et la surface va se couper elle-même tout au long de ce cercle. Donc on trouve maintenant une surface qui n'est pas plongée. Donc l'autre type de surface. Alors
pour la représenter ici, on a coupé dedans pour voir un petit coin. Donc ça ressemble à ceci. Vous voyez ici, dans la tranche, il y a ces courbes. Et ces courbes ont chaque fois une intersection. Et cette intersection est le point de départ d'une courbe d'intersection de la surface avec elle. Et donc ceci, je dirais, sont les deux principales surfaces obtenues par Delaunay. Bon, il y en a évidemment une plus simple. On peut évidemment prendre un cercle. Alors, si je prends un cercle et que je le fais rouler, et que je suis son centre, évidemment le centre va décrire une droite horizontale, et si je fais tourner ceci, j'obtiens un cylindre. Donc ça, c'est pas nouveau. Le cylindre est une surface de courbure moyenne constante. Alors on pourrait aussi faire rouler une parabole. Quand on fait rouler une parabole, on obtient également une surface qui n'est pas bornée vers le haut et qui est une surface de courbure moyenne constante. Donc ici, j'étais en 1841, donc longtemps avant qu'on pose la question. La question a été posée par Hopf en 1950 parce qu'il a obtenu un résultat. Il a démontré que si une surface est une sphère, mais on peut dire par là une sphère éventuellement déformée, n'importe comment, si une surface est une sphère, et je vais mettre en parenthèse, peut-être déformée, si elle est à courbure moyenne constante, alors je vais courbure moyenne constante comme ceci, eh bien alors c'est la sphère euclidienne. Donc, premier résultat, je suppose que la surface est une sphère, ça veut dire que ce n'est pas un tore, ce n'est pas un tore à deux trous, etc. C'est une sphère, peut-être qu'elle a des intersections, ça n'a pas d'importance. Si elle est de courbure moyenne constante, alors ben, c'est la bonne vieille sphère euclidienne, c'est-à-dire la bulle habituelle. Alors, je ne vais pas du tout expliquer la démonstration, je vais juste dire qu'elle est un point de départ. Un point de départ, c'est de se dire que quand on a une sphère, on peut en faire une projection sur un plan auquel elle serait tangente. Donc j'ai une projection comme ceci, projection stéréographique. Je me retrouve en quelque sorte avec des coordonnées qui sont les coordonnées UV dans le plan et qui, par cette projection, deviennent des coordonnées sur la sphère. Sauf qu'il manque ce point-là, évidemment. Ce point-là disparaît dans la sphère. Donc on a ces coordonnées UV sur la sphère, et l'idée de départ de Hopf, c'est ça, c'est d'écrire U plus IV, I c'est racine de moins 1. Autrement dit, il introduit dans l'étude de la géométrie des sphères des nombres complexes. Et grâce à ces nombres complexes, il va pouvoir faire la démonstration du résultat qui nous emmènerait fort, fort loin. Donc, premier résultat, si on a une sphère même déformée, à courbure moyenne constante, c'est une sphère euclidienne. Deuxième résultat, 1962, Alexandrov lui démontre que si la surface est plongée, donc cette fois-ci, elle n'a pas d'intersection avec elle-même, si bien sûr elle est à courbure moyenne constante, alors de nouveau c'est une sphère. Donc ici au départ, dans les hypothèses, ça pourrait être un tore.
n'y a pas de raison dans les hypothèses d'exclure que ce soit un tort. Et bien malgré ça, par le fait qu'elle est plongée, c'est en fait une sphère. Et pour démontrer ceci, il a introduit une méthode complètement nouvelle qui a été réutilisée un tas de fois pour d'autres problèmes. C'est la méthode du plan mobile. Alors je vais brièvement la décrire. Voilà cette surface. Elle est à courbure moyenne constante, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je prends un plan que je place ici, et puis je le fais glisser progressivement, parallèlement à lui-même, dans la direction de la surface. Donc, deuxième position, le plan sera, disons, arrivé ici, et alors je me sers de ce plan comme d'un miroir, et je retourne la partie qu'il a déjà dépassée. Et puis le plan continue à avancer. Je m'en sers toujours comme d'un miroir, et donc la partie intérieure continue à avancer, je veux dire la partie réfléchie continue à avancer à l'intérieur. Et je fais ceci jusqu'au moment où la partie réfléchie par le miroir touche par l'intérieur la partie qui n'a pas été réfléchie. Ça venait de la surface qui était là, ceci. On l'a basculé ici, et donc la réflexion de la surface est à l'intérieur de cette partie-ci de la surface. Alors là, c'est, je dirais, relativement intuitif. Si vous avez deux surfaces qui ont la même courbure moyenne et que l'une est à l'intérieur de l'autre, ben, elle doit vraiment coïncider. Si je suis dans une situation où l'une est vraiment séparée de l'autre, mais qu'elle se touche là, eh bien la courbure de celle que j'ai retournée sera plus grande que l'autre courbure. Et en rendant ceci précis, bien entendu, Alexandrov montre que la partie réfléchie doit en fait être exactement la même que la partie qui était déjà là. Ce qui revient à dire que la surface est symétrique par rapport à un plan. On peut le refaire dans toutes les directions et on démontre ensuite qu'une surface qui est symétrique dans toutes les directions, eh bien, est une sphère. À ce moment-là, on est en 1962. On a toujours la question, si on a une surface de courbure moyenne constante, est-ce que c'est une sphère? Et on a déjà deux résultats qui donnent l'impression que oui, ça devrait être une sphère. Puisque dans le cas de Hopf et dans le cas d'Alexandrov, avec des hypothèses, bien entendu, supplémentaires, on trouve une sphère. Et donc je pense qu'à partir des années 60, tout le monde a essayé de démontrer cette affirmation, disons, de Hopf, que les surfaces seraient nécessairement des sphères. Et dès lors, on a eu une très grande surprise en 1984, quand un Américain qui s'appelle Wente a démontré l'existence d'un tore de courbure moyenne constante. Montre qu'il existe un tore de courbure moyenne constante. Alors sa démonstration, c'est simplement, c'est de façon compliquée, l'étude de ces équations aux dérivées partielles. Il traite ces équations sur des petits rectangles, et puis il colle ces rectangles les uns à côté des autres, et démontre que ces petits rectangles collés dans l'espace vont finir par se refermer pour former d'abord un morceau de cylindre et puis un tore, tout ça en collant ces morceaux les uns aux autres. C'est un théorème d'existence tout à fait abstrait. Il n'a aucune idée à quoi ressemble cette surface. En fait, quand il a présenté ses travaux, on lui a évidemment posé la question à quoi ressemble
la surface. Il a répondu qu'il n'avait pas de réponse précise, mais qu'il pensait probablement à quelque chose comme une grappe de raisin. Des morceaux de surface qui ressortent comme ça, d'une sorte de boule, en fait, dont il n'avait pas beaucoup d'idées. Alors l'épisode suivant est arrivé assez rapidement, 1987, avec un travail de Abrecht. Et ici, la manière dont ça s'est passé est assez curieuse. Wente, c'est un Américain, mais il avait fait ses résultats alors qu'il travaillait en Allemagne, dans un institut qui s'appelle l'Institut Max Planck à Bonn. Or, c'était à ce moment-là l'anniversaire de l'Institut. Dès lors, le directeur a voulu éditer un petit livre dans lequel on présenterait les résultats principaux qui avaient été obtenus par les chercheurs de l'Institut. Et en particulier, il voulait évidemment avoir une explication de ce tort de courbure moyenne constante de Wente. Mais il trouvait que pour avoir ça dans un petit bouquin, il fallait quand même un dessin. Il fallait quand même savoir à quoi ça ressemble. Et donc, il a demandé à un mathématicien de Bonn, Uwe Albrecht, d'utiliser un ordinateur, d'utiliser tous les moyens auxquels il pourrait penser, mais de faire un dessin, même approximatif, d'une des surfaces de Wente. Alors, comment est-ce qu'on fait un dessin d'une surface? Pour avoir une idée. Si je dessine ceci, ça fait la 30e fois que je fais une boule comme ceci, ben, ce n'est pas très clair de ce que ça représente comme surface. C'est quelque chose qui est projeté dans le plan. Ça pourrait être beaucoup de choses. Alors, si je veux donner une idée de ce que c'est, ben, je vais par exemple commencer à mettre des parallèles, et puis je vais mettre des méridiens, et puis bon, ben, avec ça, on est habitué à se dire que oui, ça doit représenter une sphère. Et donc, Albrecht se dit, ben, je vais dessiner des courbes dans une direction et dans une autre. Alors, quelle direction? Ben, j'ai dit tantôt qu'il y avait des directions particulières. Quand on calcule cette courbure en faisant tourner le plan, il y a une direction du plan où la courbure est maximum et une où elle est minimum. Et donc, Albrecht se dit, ben, je vais demander à l'ordinateur de dessiner quelques courbes de courbure maximum et de courbure minimum. Bon, sur la sphère, ça n'a pas vraiment lieu d'être parce que la courbure est toujours la même, mais il obtient des surfaces qui ressemblent à peu près à ceci. Autrement dit, ce qu'il observe, mais ce n'est pas très clair parce que j'ai vu ces dessins, ils ne sont vraiment pas clairs du tout. Mais ce qu'il observe, c'est qu'ici, il a des droites. Une des deux familles de courbes se présente sur le dessin comme des droites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une droite dans le plan? Ben, ça veut dire que la courbe qui, en fait, est dans l'espace, ici, est elle-même contenue dans un plan qui est perpendiculaire à celui-là. Donc, cette courbe étant dans le plan, est projetée sur une droite. Donc, Albrecht se dit, tiens, parmi les différentes surfaces de Wente, il semble, si l'ordinateur a été plus ou moins précis, qu'on en est avec une famille de courbes principales, comme on les appelle, qui sont toutes dans des plans de l'espace. Et non seulement il voit ça, mais ça lui donne une idée. Et l'idée, c'est de chercher les tores qui ont cette propriété. Donc, il ajoute une condition aux équations qu'il avait. Alors, ça peut sembler plus compliqué, mais en fait, c'est relativement semblable à ce qu'avait fait Delaunay. Delaunay a dit, je ne sais pas trouver toutes les surfaces, mais j'ajoute une condition. Et bien, Albrecht se dit, je ne sais pas trouver tous les tores, mais j'ajoute une condition. Et par un petit miracle
toujours des miracles qui font marcher les théorèmes, en fait, hein, ça, il faut le savoir. Par un petit miracle, le fait d'ajouter cette condition lui permet de trouver des solutions de façon très explicite, ce qui lui permet aussi, enfin, d'avoir des dessins. Alors voici un morceau d'un des tores. C'est en fait un tiers du tore. Si vous regardez ici, vous avez une courbe qui est une sorte de 8. On a une grande boucle ici, et puis ici une toute petite boucle. Quand on bascule, on a encore un 8. Cette fois-ci, la grande boucle est devenue plus petite et la petite est devenue plus grande. Et quand on continue à basculer, ça devient l'inverse. Et donc voilà la famille de courbes qui sont dans des plans. Et vous voyez qu'ici, en gros, on a coupé un tiers. On se dit bien que si on a 3 morceaux comme ça, on va pouvoir les coller les uns sur les autres. Et effectivement, on peut le faire. Donc on va avoir ces 3 morceaux qui vont être collés comme ceci. Bon, et après, les progrès de l'informatique, les progrès des graphes dessinés par l'informatique font qu'on commence à avoir des images de plus en plus précises de ce que sont ces surfaces. Alors oui, c'est une grappe de raisin, il n'y a que 3 raisins évidemment, mais c'est quand même une grappe. Vous voyez que chaque fois il y a le morceau qui sort et puis il va passer à l'intérieur et puis il ressort sur le suivant. Alors bon, à bref, ça produit une très grande quantité de ces dessins pour qu'on puisse comprendre les surfaces. Ici, on n'a qu'un morceau de la surface, mais vous voyez que ici, le long, il y a une intersection de la surface avec elle-même. Vous avez ici aussi ces intersections, et on sait qu'il faut des intersections, sinon le théorème d'Alexandrov ne serait pas vrai. Alors évidemment, une fois qu'on est parti, on peut mettre de la couleur de toutes les façons possibles et imaginables. Voilà essentiellement le même tore. Dans ce tore-là, on avait une sorte de symétrie en triangle. Rien n'empêche de mettre plus de côté, disons, dans la symétrie pour faire des surfaces un peu plus complexes. Et voilà donc encore une de ces surfaces. Les résultats d'Abrecht, c'est donc une description précise de tous les tores de courbure moyenne constante pour lesquels on a cette famille de droites qui sont planaires. Alors les choses s'accélèrent une fois qu'on voit ceci, ça donne des idées à d'autres. En 89, je pense, Pincal et Sterling réalisent qu'en partant des tores de Wente, il y a moyen d'en faire d'autres, et puis d'en faire encore d'autres, et finalement d'avoir une classification complète de tous ces tores. Donc tous les tores de courbure moyenne constante sont connus. Alors, j'en passe quelques images. Vous voyez qu'ici, on n'a plus cette symétrie, ça a été tordu. En voici une autre, où également, il y a un manque de symétrie par rapport à ce qu'on avait avant. Vous voyez ici, ce morceau de tore vient en étant tordu dans la surface. Donc, on n'a plus ces lignes qui sont dans des plans. Et puis, pour montrer que ça peut aller très loin, voilà une coupe dans un de ces tores, avec une des lignes ici qui a été reproduite sur le côté. Et, comme toujours, vive la couleur. Là, de nouveau, un de ces tores en couleur. Ok, je vais aller très vite sur le dernier point. Le dernier point, c'est en quelque sorte une coïncidence, mais à peu près la même année,
un autre mathématicien, en 1987, un mathématicien qui s'appelle Kapouleas, réussit, lui, à réaliser, ou plutôt à démontrer l'existence de surfaces de courbure moyenne constante qui sont des surfaces de genre. Le genre, c'est le nombre de trous supérieur ou égal à 3. Donc, on appelle une surface de genre 3, c'est quelque chose comme ceci. Et donc, pour tous ces genres, il arrive à démontrer l'existence de surfaces à courbure moyenne constante. Et sa méthode n'a rien à voir avec celle dont je viens de parler, et au contraire, si je peux dire, remonte aux travaux de Delaunay. Donc il reparle des surfaces de Delaunay. Et il dit voilà, ben, on sait qu'on a une surface de révolution qui oscille, disons, un petit peu comme ceci. Ok, c'est forme à dessiner. À quoi ça ressemble si on est vraiment très vague? Ben, ça ressemble plus ou moins à des sphères sur lesquelles on a mis ici un petit pont. Alors il se dit, ben, pourquoi ne pas essayer de mettre des sphères comme ceci, et puis d'en mettre d'autres dans une autre direction, de mettre chaque fois des petits ponts, et puis de refermer le tout en repartant avec d'autres sphères et en remettant des petits ponts comme ceci. Okay. Coller ces sphères par des petits ponts. Alors quand on les colle, ça ne sera pas des surfaces de courbure moyenne constante, mais il se dit peut-être qu'on peut déformer un petit peu et y arriver. Alors, il y a un obstacle, c'est que quand on prend un de ces morceaux de surface, eh bien, en fait, le petit pont a tendance à attirer une surface vers l'autre. Donc, cette sphère-là est attirée vers l'autre par la courbure moyenne constante, et si on ne le tient pas ici sur les bords, la surface va s'écraser et on va la perdre. Alors, ça complique évidemment l'idée qu'il avait, qui était d'essayer d'avoir une surface bornée. Si la surface est bornée, ben, il faut forcément qu'elle reste certainement dans un demi-plan. Donc quand on arrive ici, eh ben, il va falloir repartir dans l'autre sens. Et comme toutes ces surfaces se tirent les unes sur les autres, celle-là va être entraînée par là et la bulle va se dégonfler, si vous voulez. Et là, de nouveau, petit miracle, quand on regarde non plus ces courbes-là obtenues en roulant des ellipses, mais celles obtenues en roulant des hyperboles, celle qui faisait ceci, ok, et puis donc on avait ici l'autre partie en bas. Eh bien, quand cette partie-là a tendance à se rapprocher, par le fait que les courbes sont ensuite inversées, celles-là ont tendance à s'écarter. Donc, le fait que les petits morceaux veulent se rapprocher implique que les grands morceaux veulent se séparer. Et d'ailleurs, le résultat, c'est qu'il peut faire une surface, et j'ai simplement photocopié la surface qui est dans son article. Ce dessin de son article montre en tout cas une chose, c'est qu'il n'est pas très intéressé par l'informatique. Mais vous voyez qu'ici, il y a des surfaces obtenues en roulant des ellipses. Donc il y a une traction qui se fait vers là. De même ici. Mais ici, c'est en roulant des hyperboles, donc il y a une pression dans les sens. Et il démontre qu'il y a moyen d'ajuster tous ces morceaux de surface de Delaunay pour que ça tienne. Et donc ici, c'est une surface avec 4 trous
donc une surface de genre 4. Alors, avec ces constructions, il arrive à faire toutes les surfaces de genre à partir de 3. Vous pouvez même faire un exercice pour voir que ça ne marchera pas avec des surfaces de genre 2. Et c'est le dernier cas qui reste, c'est le genre 2. Et de nouveau, c'est Kapouléas qui trouve la solution. Et en fait, ce qu'il fait, c'est prendre 2 tores de Wente et il arrive à les attacher ensemble. Colle 2 tores et en fait une surface de courbure moyenne. Ok, quelques conclusions de tout ceci. Et peut-être une question, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question? Ben, pourquoi s'intéresser aux surfaces de courbure moyenne constante? Je dirais, une première raison, c'est qu'incontestablement, ça amuse les mathématiciens. Il y a une question, et quand un mathématicien voit une question, il a envie de la résoudre. On peut toujours citer le cas de Georges Mallory, qui était un alpiniste, qui a essayé toute sa vie de gravir l'Everest. Il n'y est jamais arrivé. Et quand les journalistes lui disaient « Mais pourquoi vous obstinez à essayer de gravir l'Everest ?» sa réponse était « Parce qu'il est là ». C'est la même chose ici. Il y a une question. Pourquoi s'obstiner à résoudre cette question? Ben, c'est parce qu'elle est là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette question montre quand même un fait, je dirais, important, qui est l'unité des mathématiques. De quoi est-ce que j'ai parlé aujourd'hui? Ben, on pourrait dire que j'ai parlé d'analyse des équations dérivées partielles. Et puis quand je me suis ramené à Delaunay, c'était des équations différentielles, mais pas aux dérivées partielles. Et puis on a fait rouler des ellipses et des hyperboles, c'est de la géométrie ultra classique. Et puis je vous ai dit que pour le résultat de Hopf, il fallait prendre des coordonnées complexes. Et je ne vais pas continuer la liste, mais chaque fois qu'il y a une étape à ces réponses, il y a un élément nouveau qui apparaît. Ce qui apparaît ici aussi, et c'était tout à fait nouveau à l'époque, c'est le fait qu'on pouvait, grâce au progrès de l'informatique, visualiser des objets. Ce n'est pas une démonstration d'avoir un dessin d'une solution, mais ça montre ce que doit normalement être la solution, et ensuite on peut s'occuper de la démontrer. Donc il y a une aide là, une interaction entre les réalisations informatiques et les démonstrations. Donc ça c'était mon deuxième point. Ceci montre que l'ensemble des mathématiques est très connecté. On ne peut pas se contenter d'étudier un seul sujet. Et le troisième point, c'est que s'attaquer à une question difficile comme celle-là impose de trouver des nouvelles méthodes. Alors, il y a la méthode que je n'ai pas vraiment décrite de Hopf, avec ses nombres complexes. Il a créé un objet qu'on appelle la différentielle de Hopf, et dans un tas de questions complètement différentes, on retrouve l'analogue de cet objet qui est utilisé. J'ai indiqué pour le résultat d'Alexandrov qu'il introduisait cette méthode du plan mobile qui traverse la surface. Il a inventé cette méthode pour résoudre ce problème. Et depuis lors, un énorme nombre de travaux sur les équations aux dérivées partielles, qui est évidemment une question très centrale en maths et en sciences, utilisent la méthode du plan mobile. Je pourrais continuer comme ça. Le fait de s'être attaqué à une question difficile imposait de trouver des nouvelles idées et des nouvelles méthodes, parce que bon, si les méthodes classiques fonctionnaient, on ne pourrait pas dire que la question est difficile. Donc ça imposait d'inventer de nouvelles notions, de nouvelles méthodes qui, dans la suite, ont servi. Si je voulais aller très loin, je pourrais vous faire un petit trajet entre
ces surfaces de courbure moyenne constante, des objets qu'on appelle des applications harmoniques, qui sont tout à fait liées, c'est des maths pures, et de là je pourrais vous montrer qu'on les emploie dans des dessins animés. Pour faire la texture d'un visage, disons, dans un dessin animé, on emploie maintenant des objets qui sont, je dirais, connectés à ces surfaces-là. Pour certaines représentations du cerveau, on emploie le même genre d'objet. Donc il y a tout un ensemble qui va des maths pures d'un côté, des maths tout à fait appliquées de l'autre, toute une gradation entre les deux, et tout ça va ensemble, et si on se contente d'un des aspects, eh bien on perd énormément de possibilités. Ok, avec ça j'ai dépassé mon temps, et donc je m'arrête. Merci pour votre attention. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Bravo pour cette démonstration à la portée des nuls en maths. Mais je voudrais vous demander si en biologie, on retrouve ces structures en minéralogie, dans les sciences naturelles, disons. Alors, c'est plusieurs questions différentes. Quand on parle de minéralogie, on peut être assez près de cristallographie, donc on a des questions de symétrie. Il y a certainement beaucoup de choses, d'objets qui ont des symétries que j'ai données ici. Alors la biologie, ça c'est un tout autre domaine qui est très intéressant aujourd'hui. Je vais peut-être citer quelques phrases de Gromov. Gromov est un géomètre, pour moi, le plus imaginatif du demi-siècle, et qui maintenant a décidé de se tourner vers la biologie. Et son point de vue est que les mathématiques qui ont été développées depuis plusieurs siècles trouvent finalement leur origine dans la mécanique. C'est au moment où Newton étudiait la mécanique céleste qu'il a introduit les notions de dérivée, d'intégrale, pour avoir des vitesses, pour avoir l'équation différentielle des mouvements, et les mathématiques, d'une certaine façon, ont continué à se développer un petit peu dans ce cadre-là, avec toujours un mouvement assez intéressant, où parfois des questions physiques viennent avant des questions mathématiques, et parfois c'est le contraire. On peut avoir des créations mathématiques, comme la géométrie riemannienne, qui brusquement servent en relativité générale. Donc là, l'espace dans lequel nous vivons, disons, en relativité générale, a été inventé par des mathématiciens avant qu'Einstein ne se rende compte que oui, c'est dans cet espace-là qu'on vit. Alors, l'idée de Gromov, c'est que tout ceci a entraîné les mathématiques dans une direction qui est liée à la physique et pas liée à la biologie. Et que l'étude vraiment de la biologie, l'étude de l'ADN, bon, l'ADN, tout le monde sait qu'on a fait la liste du génome humain, mais on a une liste mais on ne sait pas comment ça marche. Vous avez tous ces morceaux de gènes, on les connaît, on a la liste, tout ça ne nous dit pas comment ces gènes déclenchent la fabrication de protéines qui développent la vie. Et on ne semble pas avoir pour le moment de mathématiques qui soient très efficaces pour traiter cette question. Alors ça, donc, là, je vais vraiment très très loin. Est-ce que peut-être dans 20 ans, on pourra dire qu'il y a des mathématiques relativement différentes de celles qu'on a fait jusque-là et qui sont inspirées de la biologie et qui permettent de résoudre des questions extrêmement complexes de la biologie. Bon, l'astronomie, je dirais, on sait résoudre le problème des deux corps. Dès qu'on en a trois, on a déjà des problèmes. Alors évidemment, dans le cerveau, il y a beaucoup plus que trois corps. Il y a beaucoup plus, il y a énormément de cellules, il y a énormément d'interactions. Il y a ces gènes qui produisent des signaux, on sait qu'ils produisent des signaux.
On se doute que probablement 95% des signaux n'ont pas de signification, mais que l'organisme sait que ce sont les 5% restants qui vont lui dire de faire une protéine pour ceci et pour ça. Ben ça, les mathématiques aujourd'hui n'y sont pas encore tout à fait. Bon, pensez-vous peut-être dans 20 ans? On reprend ça. Oui. Vous donnez des exemples d'objets mathématiques développés, soit, en général avant d'être appliqués dans d'autres domaines. Est-ce qu'il y a des motifs au cours du temps où, par exemple, la physique a suivi les modèles mathématiques de plus en plus vite et c'est lié à un appris des appliqués en fait, de plus en plus vite? Ou est-ce que ça est un peu aléatoire? C'est un petit peu aléatoire parce que quelquefois la physique semble se rapprocher des maths et quelquefois s'en éloigner. Je dirais évidemment l'exemple que j'ai cité, c'est le plus frappant, c'est Riemann et puis les géomètres italiens, Levi-Civita, etc., ont développé l'outil mathématique de l'étude des espaces, courbes. Et quand Einstein a eu l'idée de la relativité générale, il s'est adressé à un de ses amis qui lui a dit « Oui, mais tout ça existe déjà, donc on est dans ce sens-là. » Bon, quand Newton a créé la notion de dérivée, etc., c'est dans l'autre sens. Il a compris la notion de vitesse, en a tiré la notion de dérivée. Et puis par la suite, je dirais, même sur les 40 dernières années, moi j'ai vu des divorces temporaires et puis des réunions. Pendant tout un temps, en physique des particules, on ne voyait pas très bien le rôle des mathématiques. Et puis maintenant, les mathématiques sont revenues. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, qui doit peut-être représenter la physique des particules. Alors là, on a rebasculé, je dirais, plutôt que de regarder vraiment ce qui se passe en physique. Des physiciens d'esprit très mathématiciens sont en train de se dire qu'ils ont là des objets qui, a priori, paraissent effectivement la preuve d'une imagination débordante, puisque, en plus de l'espace-temps, où nous avons effectivement 3 directions pour l'espace et 1 dimension pour le temps, ben, ils ajoutent 6 dimensions, mais l'espace de ces 6 dimensions est roulé tellement petit qu'on ne le voit pas. Et dans cet espace qui a un total de 10 dimensions, il y a des cordes qui vibrent. Et ces cordes qui vibrent seraient les particules élémentaires. Et effectivement, quand on prend ce modèle, on arrive jusque-là à représenter ce qu'on connaît de la réalité. Un autre point qui est totalement d'actualité, les physiciens admettent depuis bien longtemps un modèle général pour la physique, modèle qui a été, en parenthèse, inventé simultanément par Higgs en Écosse et par 2 physiciens ici à Bruxelles, Brock et Ampère. Et si ce modèle est correct, il y a une particule qui doit exister qu'on appelle le boson de Higgs. Alors le boson de Higgs, on ne l'a jamais vu. Et on peut presque dire que les expériences actuelles dans l'accélérateur de particules au CERN, c'est cet anneau de 27 km où les particules tournent à toute vitesse, ben, une des questions qui devrait pouvoir résoudre, c'est est-ce qu'on peut voir ou non un boson de Higgs. Et si on voit un boson de Higgs, on se dira que le modèle inventé il y a 30 ans est bon. Si on ne voit pas de boson de Higgs à l'endroit où on est censé les voir, alors ben, il y aura peut-être un choix déchirant à faire et de se dire qu'on a un problème avec le modèle. Et donc c'est vraiment une interaction qui va dans un sens ou dans l'autre entre les maths et la physique. Oui. En tant que physicien, je voudrais aussi faire remarquer une grande interaction entre les espaces de Hilbert et la mécanique quantique. Les espaces de Hilbert qui préexistaient et où les physiciens n'ont plus qu'à puiser l'outil pour la mécanique quantique. Alors il y a un essai du physicien Wigner qui est resté tout à fait célèbre pour son titre, puisque le titre de l'essai c'est
l'efficacité déraisonnable des mathématiques appliquées aux sciences. Alors, il veut dire par déraisonnable le fait que les mathématiciens s'amusent à faire des choses comme ceci, et puis plus tard, ben, ça s'applique. Et bon, on peut dire que peut-être c'est pas raisonnable que ça s'applique aussi bien, mais je crois qu'il y a quand même des raisons. Les raisons, c'est que quand même une bonne partie des mathématiques se construisent à un certain moment en suivant la physique, et que même s'ils s'en écartent après, ben, le développement des mathématiques a une certaine logique interne, et avec un peu de chance, la physique a la même logique interne, même si elle est très compliquée. Mais deux développements logiques partant de la même chose pourraient être proches l'un de l'autre. Mais de nouveau, c'est une interaction qu'il faut vérifier périodiquement. Ok, je crois que je vais arrêter les questions. Si quelqu'un veut un bavardage supplémentaire, il n'y a qu'à venir près du tableau. Attention, là, on ferme le bâtiment à 9 heures, donc pas bavarder.